Merci, bonsoir. Eh bien, je crois, cher François, que l'exercice qui nous est demandé ce soir demanderait normalement que je vous présente en quelques mots, en quelques dates, en quelques œuvres aussi, ayant jalonné votre longue carrière d'artiste. Tu pourrais me tutoyer Bon, bon, Je crois que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. d'accord, bon, je ne vais donc pas faire semblant et tutoyer François Morellet à sa demande. Que je devrais présenter la brillante carrière d'artiste ayant contribué, j'allais le dire, à inventer ou à renouveler successivement des pans entiers de l'abstraction constructive, de l'art concret et programmé, de l'art cinétique aussi, et puis également d'autres formes, heureusement moins déterminées peut-être, d'abstraction géométrique, situées entre ordre et hasard, et a donné dans chacun de ces domaines des œuvres, des environnements et des intégrations monumentales, bien sûr, comme celle qui nous réunit ce soir, et dont un grand nombre, nous pouvons le dire, appartient aujourd'hui à l'histoire de l'art. Mais j'ai pensé que ce serait peut-être faire injure au mépris que tu accordes assez justement à l'histoire, aux choses anciennes et passées, il y a toute idée de carrière surtout, que de commencer de cette manière. C'est pourquoi j'ai préféré apporter ce portrait au masque King Tape de 1986, qui me semble dire pas mal de choses Oui, il y a un toi. jeu de mots qui n'est pas évident, c'est masking tape, c'est le ruban adhésif qui sert pour les peintres professionnels en bâtiment et qui en ont beaucoup servi. Et c'était fait une amie qui faisait une collection de masques. Elle m'avait dit, écoute, fais-moi un masque. Et je lui ai fait le roi des masques, puisque c'est masking tape. Donc, je tiens beaucoup à mes jeux de mots, c'est ça qui me demande le plus de travail. Et là, c'est très réussi. Et voilà, donc j'allais dire qu'à mon avis, cette seule image dit quand même pas mal de choses, à la fois sur toi et sur ton approche de la création artistique. Il y a, il me semble, là-dedans, la droite verticale qui traverse comme ça ton visage et qui le coupe en deux. Toute la rectitude finalement d'un art qui trouve malgré tout son origine dans la tradition de l'abstraction géométrique, dans son idéal de rigueur et de simplicité, dans son désir aussi de s'adresser directement, et j'allais dire sans phare, bien qu'il s'agisse ici avec cette ligne, bien sûr, d'une sorte de phare ou de maquillage appliqué sur le visage. Et en même temps, cette ligne, elle est effectivement assez troublante en ce que sa quasi-parfaite verticalité n'est que le résultat apparent d'une sorte de redressement que lui applique son support, donc le visage de l'artiste, au détriment de son propre maintien vertical. La ligne noire ne partage en effet pas symétriquement le visage, elle est décalée par rapport à l'arête du nez. Par le haut, elle partage le front en biais, et par le bas, elle passe à la commissure des lèvres et se prolonge vers le cou en évitant la saillie du menton. Alors, il se passe un petit peu avec cette ligne d'ailleurs qui traverse le visage. Mais d'ailleurs, on peut imaginer que après le visage, tout le reste est divisé comme ça. Oui, bon, on ne dira pas par où ça passe. Il se passe donc un petit peu quelque chose du même ordre que de ce que l'on voit donc dans ce carré porteur de ce qui est normalement une oblique en fait, dans cette transparence numéro 2 de 1989. Donc un carré qui a dû accepter l'inconfortable position que vous voyez là pour accorder la ligne qu'il porte au vertical de l'architecture du Landesmuseum à Munich. Et de même qu'il vous a fallu pencher la tête, il t'a fallu pencher la tête et l'incliner de côté pour rectifier l'attitude de cette verticale, il a fallu aussi incliner en quelque sorte ce carré pour, là aussi,
l'accorder aux lignes de l'architecture. Mais cela, donc, en introduisant un déséquilibre physique, un décalage, un écart, faible il est vrai, mais il me semble tout à fait sensible, par rapport à la norme incarnée par cette droite. Et donc je crois qu'en effet, il y a beaucoup de toi dans cette recherche de l'écart, du décalage et de l'instabilité qui en résulte éventuellement, et que ton œuvre elle-même s'est toujours ingéniée à déjouer la norme, à se glisser dans les interstices et à provoquer de manière plus ou moins forte ou disruptive du déséquilibre et de l'instabilité. Déséquilibre et instabilité qui pourront finalement constituer les axes, les fils que nous pourrions dévider à l'occasion de cette rencontre. Là, on peut remarquer bien sûr que, contrairement à ce que j'ai commis au Louvre, ces œuvres étaient éphémères là. Oui, tout à On fait. s'en doutait pour la première, mais la seconde aussi. C'est quand même très différent. Non, je peux faire le con beaucoup plus d'une façon détendue quand c'est éphémère. Alors, il y a encore une raison tout de même pour laquelle j'apportais ce portrait au masque King Tape. Eh bien, c'est à cause justement du ruban lui-même, parce que ce ruban adhésif noir, c'est le matériau grâce auquel vous avez réalisé certaines de vos premières interventions dans l'architecture ou contre l'architecture, puisque vous préférez parler de désintégration architecturale plutôt que d'intégration architecturale. Et on y reviendra, j'imagine, donc au cours de cet entretien. Alors c'est avec donc le masque King Tape que tu es intervenu déjà dans un escalier justement, dans celui du Centre national des arts plastiques. Et donc, de face, les carrés étaient parfaits. Et bien sûr, le jeu était un grand plaisir et une grande difficulté d'ailleurs de voir les adhésifs qui font un boulot terrible simplement pour paraître droit en face. Oui, donc oui, il y a effectivement donc dans cette superposition de parallèles 0 degré, 90 degrés, quelque chose qui se joue comme ça allègrement, donc des reliefs, des irrégularités de ce décor, pour y imposer finalement une trame géométrique. On ne peut plus et en même temps on ne peut moins rigide, puisqu'elle se laisse déformer comme ça par... Je vais t'avouer une chose là, je vais le dire tout bas, qu'on avait prévu au CNAC 2 trames comme ça. Oui. Et c'était tellement long, et puis on s'est dit, mais c'est pas plus mal, et en fin de compte c'est beaucoup mieux, mais ça aurait été beaucoup plus embêtant, tu vois, avec la même trame, et il aurait fallu 8 jours de plus, donc c'est toujours pour une économie de temps ou de moyens que c'est le mieux. Je vous laisse la parole. Pardon. Alors, évidemment, cet escalier, bon, il n'était pas là tout fait pour hasard, il nous mène bien sûr à un autre escalier, donc l'escalier Le Fuel du musée du Louvre, dans lequel donc, tu viens de réaliser l'esprit d'escalier, qui est cette œuvre qui porte sur un ensemble de fenêtres et d'oculis qui éclairent ce lieu de passage, construit dans les années 1850 par l'architecte Hector Le Fuel, pour d'y servir donc, différents volumes de l'aile Richelieu au nord du palais. Et je voudrais tout de suite montrer, en fait, on reviendra à cet ensemble, mais je voudrais montrer un détail, en fait, qui est donc l'un des oculis, c'est l'oculi ouest, si je ne m'abuse, parce qu'il justifie à son tour d'avoir choisi le portrait au masque King Tape pour te présenter. Parce que je trouve en effet cet oculus un air de parenté avec toi, avec l'ovale comme ça. C'est seulement le nom, le nom qu'il porte qui m'embêterait un peu pour la parenté. Alors, donc, j'insiste quand même sur la description de cet ovale recoupé comme ça par les lignes horizontales et verticales des ferrures de la fenêtre. Il est redoublé, on voit, par un deuxième ovale à l'intérieur qui est retenu comme ça au cadre par ces petits tirets obliques. Et puis l'ensemble de cette configuration de lignes est répété et incliné, en fait, décalé.
c'est-à-dire pour toutes ces oculis et autres, j'ai laissé, bien sûr, la ferrure du 19e, c'était un fer-plat un peu frustre, et j'ai seulement répété ce qui était en fer-plat en plomb du Moyen-Âge, à côté du 19e, et fait je ne sais plus dans quel siècle on est, mais beaucoup plus tard. Et il n'en reste pas moins, il me semble, que voilà, cette sorte d'ovale répété et décalé instaure comme ça le même type de déséquilibre finalement dans l'oculus de l'escalier Le Fuel. Il participe finalement du même déséquilibre, accentué d'ailleurs encore sur la couverture, parce que j'ai pensé que ça t'amuserait que je te fasse remarquer qu'il est reproduit à l'envers en fait sur la couverture du catalogue. Hein. Donc c'est pas pour penser à mal, mais c'est juste pour pousser la métaphore physiognomonique jusqu'au bout, de la tête à l'envers. Comme disait Raymond Devos, c'est comme les bérets basques, ça n'a pas de sens. Voilà. Tout mon art et mon n'a maître pas de disait, sens, même le haut et le bas, oui. c'est toujours pareil. Et mon maître Serge Lemoine disait que l'art moderne n'a pas de sens de toute façon. Oui. Et les bérets basques non plus. Voilà. Donc en fait, c'était presque ma première question. Hein. En fait, est-ce que l'oculus de la cage de l'escalier d'Hector Le Fuel est une manière d'autoportrait de François Morellet? Oui, je suis nettement moins frais. Oui, je suis flatté. Ça n'amène pas forcément de réponse, hein, de toute façon. Hein, et donc, il vaut mieux revenir, oui, à cet ensemble, s'y attarder comme un tout petit peu. Et là, j'ai eu qu'une difficulté, parce que ça m'aurait plu de le mettre à l'envers, justement, et que ça soit visible comme dans ceux qui sont... Alors, qui sont sur le côté. Là. Les fenêtres. Oui, les fenêtres. Il y a juste 2 fenêtres qui ne sont pas symétriques, le haut et le bas. Donc j'ai pu en mettre un à l'envers, et les autres, on ne peut pas mettre à l'envers, comme les bérets basques. Et ça m'a embêté, parce que j'aime beaucoup celui-là, celui de gauche, là, qui est la tête en bas. Et comment justement a été déterminé l'angle de bascule comme ça de ces fenêtres? J'ai limité au minimum mes décisions subjectives, mais je ne les ai pas qu'est-ce qu'on est le contraire je ne les ai pas toutes j'ai du mal à parler. Oui, mes décisions subjectives, j'en ai gardé quelques-unes. Quand même, d'abord d'aller au Louvre, de faire tous ces trucs-là, et de les incliner d'une façon qui soit un peu différente les unes des autres. Mais il n'y a pas, j'en ai honte, mais il n'y a pas un système qui s'est développé inexorablement. Non, j'ai joué à l'artiste en me mettant un petit peu plus à gauche, à droite. D'accord, je le sais, mais il ne faut pas insister. D'accord, donc il n'y a pas eu d'application d'une espèce de règle, même hasardeuse. Oui, je ne l'ai pas faite. Je vais perdre 2 ou 3 de mes amateurs qui m'attendent au tournant pour voir si j'en ai pris. J'ai pris des décisions subjectives. Tant mieux. J'ai eu bon goût. Hein. Tout à fait, oui. Je suis très peiné. On ne serait pas là, donc évidemment, autrement. Alors, de ces fenêtres décalées, eh bien, j'ai un peu glissé comme ça, moi aussi, en arrière, dans une histoire encore récente malgré tout, pour montrer cette superposition d'une surface avec cette même surface basculée à 5 degrés de 1980. Là, elle est mérène, elle n'est pas pérenne. Non, pendant, jusque, je ne sais pas, il y a encore quelques années, j'avais jamais compris ce qu'était le mot pérenne. Il faut dire que j'en ai pas fait beaucoup de pérenne dans les musées. Et je sais pas, mais à ma génération, il y avait sûrement des gens qui savaient ce que c'était, mais pas moi. Donc l'autre à droite, et c'est en Suisse, c'était un très joli endroit, et c'était juste le temps d'une exposition. C'est différent. Oui, bon. Alors, j'en ai une autre un petit peu dans le même style, hein, qui est cette installation faite à la galerie Le Coin du Miroir à Dijon,
en 1980 également. Oui, la même idée comme là, ça, d'une fenêtre qui se décale et qui glisse. mord En fait, hein. dans la rue. Oui, oui, oui. Oui. Donc, j'aime beaucoup. Les adhésifs, c'est formidable. Dans ma jeunesse, ça n'existait pas. Il y avait encore le papier collant qu'il fallait. Les papiers adhésifs qu'on n'emploie pas pour tout sur les papiers. Et c'est beaucoup plus tard qu'il y a eu ces bandes d'adhésifs en toile qui sont parfaites. Elles peuvent être droites, dures, mais bon marché, facile à enlever après. C'est vraiment, pour moi, le matériau le plus chouette, mais bien sûr, ça fait pas très pérennité. Alors dans la même idée, de Hommage façon au tout aussi radiateur. éphémère, hein, voilà, d'autres architectures oui, basculées cette fois-ci. L'hommage au radiateur de la galerie Guillespillage, là, bien sûr, sans le radiateur, j'aurais pas fait basculer ce mur-là. J'aime beaucoup le titre, superposition d'une surface exposable avec cette même surface basculée à 5 degrés. Oui, pendant de nombreuses années, j'ai fait des titres qui avaient que j'espérais pourraient servir pour refaire l'œuvre, que ce soit comme ça ou un tableau. Donc, c'était comment la refaire si vous n'avez pas l'esprit pour l'acheter. C'était sympathique, mais un peu emmerdant à la fin. Et après, j'ai seulement fait des titres pour ridiculiser ce que j'ai fait, si bien que les gens n'avaient plus à le ridiculiser, je l'avais déjà fait. Enfin, c'est pas si ridicule, l'exposition d'une surface, superposition d'une surface exposable avec cette même surface basculée. Enfin, c'est au fond un titre aussi très typique, j'allais dire, de cette époque où se développe comme ça la pratique artistique in situ, hein, c'est-à-dire dans des lieux spécifiques, en prenant en compte les caractéristiques de ces lieux, les structures architecturales elles-mêmes, leurs dimensions, les éléments accessoires qu'elles sont effectivement susceptibles d'accueillir, comme le radiateur, le fameux radiateur de la galerie Guillespillage. Et donc, dans le droit fil de la logique de l'in situ, les spécificités de l'espace d'exposition sont ainsi dévoilées avec ces moyens très simples. L'œuvre expose l'espace lui-même d'une certaine manière, mais en même temps, elle le fait chez vous avec des moyens qui sont très différents de ce que fait par exemple ici Mel Bochner avec Measurement Room de 1969, hein, où le lettre A7 et l'adhésif, là aussi, sert à porter les cotes en fait, hein, de toutes les parties de la pièce les dimensions sur le mur. Oui, voilà. Ça c'était le côté tautologie de Kossuth aussi. Et moi, j'étais pas tautologique, j'étais plutôt blagueur. Oui, enfin, donc la tautologie existe aussi d'une certaine manière dans superposition d'une surface exposable, etc. Mais elle est effectivement déjouée par l'introduction justement du décalage, du déséquilibre, de l'instabilité. Oui. Et l'instabilité, j'ai horreur des choses grandes et lourdes. Mes parents m'ont raconté que ça les avait beaucoup impressionnés. Je ne sais pas quel âge j'avais, 5-6 ans. Autres, on habitait à province, ils sont venus me montrer la tour Eiffel. Et j'ai dit, oh, qu'ils sont jolis les petits cailloux qu'il y avait par terre. Et ils m'ont dit, mais crétin, regarde en haut. Et j'ai eu une sorte d'allergie pour les cathédrales, les pyramides, tout ce qui demande beaucoup de boulot, du temps, des larmes, des tonnes. Et mes sculptures sont légères, là, les dernières que j'ai faites, tu sais, en allumac. Et il y a 3 jours, j'ai appris que s'était envolé en Allemagne, dans le jardin. Ça n'arriverait pas à Richard Serra. Richard Serra, il faudrait vraiment une sacrée tempête. C'est toujours cette méthode finalement de l'instabilité aussi, de la déstabilisation qui est à l'œuvre dans l'escalier Le Fuel. Oui.
la légèreté, tout de suite, on voit le vent qui le change, une verticale, c'est forcément planté, lourd, et il suffit d'enfoncer un peu dans le sol et ça tiendra bien. Une chose penchée, c'est tout de suite plus léger, ça s'impose moins, j'aime bien ça. Mais on peut être à la fois vertical et penché. C'est ça qui est intéressant justement aussi dans ces tableaux qui servent aussi d'une certaine manière, mais autrement, cette logique de l'in situ là aussi. J'en ai fait bien sûr beaucoup, parce que et les gens, ça les amuse de voir leur espace un peu chahuté. On est là en fait dans un rapport indiciel tellement étroit avec l'architecture qu'on se demande d'ailleurs si on peut encore parler d'abstraction. Coupés de leur contexte architectural, ces tableaux évidemment sont des abstractions d'un genre même assez radical par la rareté des signes qu'elles proposeraient, mais replacés in situ comme ils doivent l'être, ils font apparaître et rendent évident l'objet architectural qui a affecté leur apparence de manière aussi immédiate. Donc, est-ce qu'on peut toujours les considérer comme des tableaux abstraits, ou est-ce que la catégorie de l'in situ n'oblige pas au fond à repenser complètement différemment ces œuvres selon d'autres déterminants que la classique alternance, abstraction, figuration? C'est que moi, ma théorie, c'est d'ailleurs toujours ce salaud Duchamp qui l'avait eu avant moi, mais je ne le savais pas, c'est que c'est au spectateur de donner le sens des œuvres. Et donc, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui prépare un terrain à pique-nique et où le spectateur va venir déballer son pique-nique et le manger. S'il a une grande culture, et bien sûr, il suffira seulement d'un monochrome. S'il n'a pas de culture, il faudra des symboles bien appuyés. Et donc, moi, j'adore. Et pour mon escalier du Louvre, on m'a donné des choses, des richesses d'interprétation formidables, que ça va de l'op-art. Quelqu'un qui n'est pas pour rire avait trouvé ça sublime. Mais bon, j'espère s'il est là, qu'il se l'aime. Alors, toujours à propos de cette logique d'in situ, dont il faut bien parler effectivement quand on travaille aussi dans l'architecture, mais l'écrin naturel joue aussi bien son rôle finalement, un rôle aussi déterminant que le cadre architectural, comme le montrent donc ces deux interventions qui sont marquées de nouveau par le déséquilibre, mais un déséquilibre suggéré cette fois-ci par certains indices naturels, des arbres penchés. Et alors, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que normalement c'était une œuvre faite pour durer, mais d'abord le Pin, celle de droite, donc du Fonds régional d'art contemporain Clisson. Un parc à Clisson, un parc public. Le Pin a pris un coup avec un orage, et donc on a tout viré. Et à gauche... On n'a pas pu replanter l'arbre, en fait, ou un autre arbre. Non, mais je suis capable de faire d'autres trucs, même sans arbre. Et à gauche, c'est dans un merveilleux parc de sculpture, le Kröller-Müller en Hollande. Et là, la branche au-dessus est tombée. Et donc, on a viré la sculpture. Et moi, j'aime beaucoup cette possibilité. Même mes œuvres, j'ai fait beaucoup. Je suis vraiment un artiste officiel. J'ai fait plus de 100 intégrations, alors des trucs pérennes, comme on dit. Et sur 100, il y a à peu près un tiers qui a disparu. Et c'est très bien, si on veut les refaire. Avec les arbres, c'est difficile, mais c'était prévu, bien sûr qu'ils vivraient peut-être moins que moi, salauds, je les ai eus, mais pour des choses dans des places, si on veut, on a les plans.
ça n'a jamais été construit par moi, ça pourrait être reconstruit par d'autres, mais surtout pas, c'est quand on propose à des gens, si on veut un peu dans le quartier, on leur dit voilà, on va faire une couillonnade de Morellet pendant une exposition d'1 mois, oh bravo, ils sont très contents. On dit 6 mois, bon, mais si on leur dit, et pour combien de temps? Pour toujours, mais c'est insoutenable, c'est horrible. À New York, j'avais fait un mur comme ça, et ça je trouve très bien, le contrat était pour 5 ans, je crois, 5 ans minimum. Ça pourrait être même moins. Et au bout de 5 ans, c'est resté. Et puis au bout de 6-7 ans, ils ont construit, c'est dans le bas de Manhattan, c'est des bâtiments de la ville, ils ont construit un autre immeuble devant et on ne le voit plus. Mais moi, qu'on aille imposer aux gens cette chose, oui, vous ne trouvez pas terrible, eh ben, moi je vous dis que si, c'est terrible. Et non, c'est pas possible. Pour toujours, à mon âge, même au tien. Donc rien d'éternel. Alors, si on repense à l'escalier Le Fuel, donc, et au tram entrecroisé comme ça des huisseries d'origine et des lignes inclinées que tu en as déduites, on peut penser aussi à d'autres entrecroisements instables de trams qui sont apparus en fait très tôt dans ton travail, puisque là donc j'ai un exemple de 1956, 2 trams de tiret 0 degré, 14 degrés. D'ailleurs conservé au Kröller-Müller Museum au Terlo. Il y est toujours lui par contre. Oui, là c'est bon, bien sûr. La construction est très simple et visible. C'est 2 trames égales qui se coupent à un angle qui n'est pas 0 degré ni 90 degrés. Et ils se forment des espèces de cercles. Ils se forment plein de choses suivant le degré. Si c'est très peu incliné, ça donne une impression de moirage. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont... Je suis fier du système, de l'avoir fait, mais pour chaque œuvre, il y en a que je trouve drôles, gaies, d'autres embêtantes, d'autres que j'aime pas tellement, mais je les expose toutes. Ma fierté, c'est le système. Et le système est bon quand il donne avec les mêmes éléments et quand il donne des choses différentes. S'il ne donne qu'une ou 2 figures intéressantes, ça ne m'intéresse pas. Là, je fais jouer ma décision. Mais il ne donne de toute façon pas de choses mauvaises ni bonnes, il donne des choses. Voilà. C'est ce qui compte. Oui, bon, on peut aimer beaucoup plus que ça soit les 2 trames soient plus rapprochés, donc ce côté moirage, moi que j'aime pas beaucoup. Il y a eu des spécialistes, d'artistes de ça. Et si on met horizontal, vertical, alors ça fait des croix et des choses qui sont très chouettes. Et c'est le tableau qui s'est vendu si cher à Amsterdam, c'était un comme ça. D'accord. Et les 14 degrés je voulais le dire, ça. Et 0 degré, 14 degrés, ce sont donc des inclinations, des degrés d'inclination qui sont choisis comment? Eh bien, là aussi, c'est ce que je trouve plus joli. Non, j'avais ce système, d'abord tout seul, des tirets en quinconce, des segments de droite en quinconce, et tout seul, c'est épatant. Et donc, il y a des gens qui peuvent préférer ça, donc c'est bien fait pour eux. Mais à ce moment-là, les superpositions, pour moi, c'est des exemples du système. Et ce qui me plaît, c'est d'avoir trouvé un système qui fait... C'est comme si c'était mon fils. Ce qui me plaît, c'est qu'il soit mon fils et que ce qu'il fait après, c'est à cause du système. Alors, un autre exemple de ces trames encore, alors ça se complique quand même considérablement. J'aime beaucoup dire le titre, là aussi, 4 doubles trames très minces, 0 degré, 22 degrés 5, 45 degrés, 67 degrés 5. Ces degrés sont pas... Attendez, ils sont pas gratuits. Là, j'ai 4 trames de lignes parallèles
Et dans ce cas-là, c'est le même angle qu'il y a entre chacun. 22 degrés 5 et c'est partout 22 degrés 5 plus 22 degrés 5 ça donne 45 degrés plus 22 degrés 5 ça donne 67 degrés 5. Donc il y a 4 trames qui sont avec le même espacement et ça donne des étoiles, des choses comme ça. Et là j'ai eu un émule américain que les premières fois j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai cru dans Flashard, j'ai cru que c'était moi qui l'avais fait, mais je ne dirai pas de nom parce qu'il est encore plus mort que moi. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas une seule ligne courbe là-dedans. Non, d'ailleurs, lui, comme ça il mettait des courbes. Oui, alors qu'il y en a chez... Il mettait des courbes pour que ça soit encore plus joli. Oui. Et donc, moi, je l'évite toujours de dire son nom. Bon, je ne le dirai pas non plus. Et donc ici, la multitude des entrecroisements entraîne aussi sur la surface l'apparition d'un nombre incroyable de petits stimuli visuels. Ça papillote finalement, oui, et tout ça empêche tout centrement du regard, tout repos du bien regard. Sûr. Alors si on peut l'analyser d'une façon optique, c'est sûr que on regarde un point précis et on le voit précis et dans la zone, la zone marginale du regard, tu les vois troubles, donc qui bougent un peu, et ça donne un effet tout à fait oparte, mais aussi ça peut être une chose tout à fait systématique et minimale. Et si j'avais voulu faire des choses vraiment opaques, je ne me serais pas embêté à faire des systèmes comme ça, et des gens comme Soto et autres, et Wilding en Allemagne, ils ont été fascinés par ce côté qui est très intéressant. Mais moi, le système le donne en plus, mais c'est pas le but. Oui. Alors, les effets que tu décrivais, malgré tout, ils ont justement un nom en psychologie de la perception. On appelle ça justement l'instabilité visuelle. L'instabilité, bon, voilà, c'est aussi pour ça, bien sûr. Dans ce groupe de recherche qu'on a formé à Paris entre 60 et 68, avec Joël Stein, Yves Aral, Leparc, Garcia Rossi et Sobrino, je me souviens. Et c'était moi le plus vieux, le plus jeune était Yves Aral, et c'est lui qui est mort. Alors, je pense que ça va être à Arbrousse-Poil, ça sera moi le dernier. Non, mais ça, c'est vraiment personnel, c'est vrai. Donc, on a fait des choses très, très chouettes où d'être ensemble, c'était pas une compétition, c'était une surenchère, quoi. On surenchérisait, on a fait des labyrinthes, des choses où tout pouvait bouger, beaucoup de choses pouvaient être changées par le spectateur, et ça marchait très bien. Là, les voilà d'ailleurs. Oui, de gauche à droite. Sur la couverture donc d'un catalogue dont le nom est l'instabilité à instabilidade en portugais, parce que cette exposition s'était tenue à Rio de Janeiro, Museo d'Arte Moderna. Non, à Buenos Aires. À Buenos Aires. Ils ne sont pas venus au Brésil. Dans le Brésil, c'était... C'est pourtant pas de l'espagnol, là, mais... Attends. Enfin, peu importe. Et donc l'autre est aussi... C'est espagnol, ça. Et l'autre aussi... Il y a quelqu'un... Bon, quoi qu'il en soit, donc l'autre catalogue, alors lui, c'est l'instabilité également en français cette fois-ci. Écoute, Daniel, on a, ben oui, là il y a à Rio de Janeiro en 63, mais c'est complètement bidon ce truc-là. Je peux vous donner ma source, c'est certainement un très mauvais ouvrage consacré au groupe de recherche d'art visuel. D'après toi? Ah bon? Non, le groupe n'a pas explosé au Brésil. Bon, à la prochaine fois, je ferai des recherches et je vous le dirai.
Non, Bon, parce que nous, on a voulu émigrer au Brésil en 1950, et c'est là où j'ai reçu la révélation de l'art concret avec Bill, qui avait exposé à Sao Paulo, São Paulo. Mais en 63, c'était du temps du groupe. Et on aime beaucoup le Brésil, on connaît. Bon, on va pas s'arrêter là. voilà, donc c'était pour montrer aussi comment le groupe de recherche d'art visuel avait placé effectivement certaines de ses recherches comme ça sous le signe de l'instabilité. L'un des premiers manifestes du groupe dès 1961 déclarait vouloir, je le cite, déplacer l'habituelle fonction de l'œil, à savoir la prise de connaissance à travers la forme et ses rapports, vers une nouvelle situation visuelle fondée sur le champ de la vision périphérique et l'instabilité. Voilà. Oui, dans toute l'activité du groupe, les manifestes sont la chose que je digère le moins maintenant. On avait un petit peu d'une prétention, mais ce qu'on faisait l'était pas du tout. Mais peut-être que ça situe aussi quand même le niveau de ces recherches qui étaient intéressantes et qui ont donné des résultats parfaitement évaluables et intéressants. Oui. Non. Alors, il y en a une autre que tu vas passer. Oui, parce que le groupe de recherche d'art visuel a aussi fait passer ses recherches sur l'instabilité visuelle à une dimension plus directe, en fait, de l'instabilité, et c'est l'instabilité physique cette fois-ci. Oui, on avait fait des escaliers, donc avec un système différent pour chacun, soit la hauteur des marches augmentée d'une même proportion, soit elles étaient inclinées. Et on a été invité à une exposition qui a été très importante aux États-Unis, qui s'appelait Plus by Minus, ce qui veut bien dire que pour le minimalisme. Et à cette époque, c'était en 68, c'était et il y avait cette exposition, on avait seulement ces escaliers et moi j'avais une sphère. Et il y avait beaucoup d'autres choses, de gens très intéressants. Mais l'ennui, c'est qu'on était très courageux et on avait vu qu'on pouvait faire politiquement en disant... c'était... l'escalade. Non, l'escalade. C'était l'escalade au Vietnam. Oui. Variation en escalation. Alors, on a voulu le mettre en anglais et le directeur nous a dit non, parce que c'était trop brûlant comme chose. On était fiers, donc on l'a mis en français. Bon, première déception. Seconde déception, bien sûr, c'est que c'était casse-gueule et qu'on a mis une chaîne pour qu'on puisse pas aller monter dessus. Ça, c'était plus embêtant, mais ils étaient très bien. Et c'est tout le problème de la participation du spectateur et de cette utopie. Qui est pas du tout. Alors là, on a Joël Stein au premier plan. Ma première femme, qui est d'ailleurs toujours la même, au second plan. Et puis la femme de Joël, peut-être, à gauche. Alors, c'était aussi l'occasion pour moi, ces variations sur l'escalade, de nous rencontrer aussi avec un autre de vos compagnons de route de l'époque que vous aimez bien, je crois qu'il est l'artiste italien Gianni Colombo du groupe OT à Milan, et qui était l'auteur d'Environnement à pans inclinés, comme celui-ci particulièrement spectaculaire, 3 zones, inclinations diverses, qui date de la deuxième moitié des années 60 et que l'on voit reconstituer ici dans une exposition au Studio Marconi à Milan en 77. Oui, juste un mot des groupes. À cette époque, des gens qui abandonnaient l'intérêt de la fabrication, c'est-à-dire de la peinture, de la main, de la personnalisation des réalisations, de faire partie
de former un groupe, mais alors un vrai groupe où on a fait au moins 4 ou 5 œuvres collectives, comme les escaliers, on ne peut pas dire lequel. Il y avait une sorte de surenchère et c'était assez sympathique. Et des groupes comme ça, il y en a eu en Italie aussi. C'est le groupe OT à Milan, donc où il y avait Gianni Colombo, qui était un type merveilleux, qui est mort assez jeune, qui était peut-être mon meilleur copain ou un des meilleurs. Et puis à Padoue, il y avait le groupe Aîné, oui, et à Milan, c'était le groupe C. Et on a fait des expos de la nouvelle tendance qui a commencé, dont des trucs vraiment intéressants à Zagreb, et qui... Toutes ces choses-là avaient quand même un grand mérite, c'est qu'elles étaient invendables. C'est qu'on n'a jamais vendu une œuvre collective du groupe, et le groupe OT aussi, et qu'on ait pu tenir. Eux ont tenu assez longtemps, moins longtemps que nous, mais nous, on a tenu 8 ans. C'est extraordinaire. Mais ça, ils avaient des mêmes préoccupations, c'est vrai. Dont celle de l'instabilité, visiblement. Oui, d'ailleurs, je ne connaissais pas cette photo-là. Où l'as-tu volée? Dans un catalogue consacré à Gianni Colombo et à son frère, le designer Joe Colombo. Joe Colombo. Et à ce sujet, je voulais savoir, c'était aussi pour éventuellement te faire un petit peu rire. C'est un de ces documents qui traînent, qu'on trouve maintenant en abondance sur Internet, par exemple, qui est quand même un réservoir à canulars assez extraordinaire. C'est des photographies du Mystery Spot à Santa Cruz, en Californie, un endroit où il y aurait des anomalies du champ gravitaire terrestre qui feraient que, bien que les maisons soient construites évidemment perpendiculairement au sol, et bien les corps mobiles, comme donc ceux des visiteurs, sont attirés pas tout à fait de la même manière qu'ils devraient l'être en d'autres points du globe. Et alors il y a toutes sortes de photographies comme ça étranges qui témoignent de ces pseudo-phénomènes. Voilà pour... conclure sur ce thème comme ça d'instabilité physique. Après ton passage à l'escalier Le Fuel, est-ce que celui-ci est quelque chose d'un mystery spot aussi est-ce que l'escalier Le Fuel lui-même, avec donc ces fenêtres désaxées et basculées, ressemble à quelque chose donc comme un mystery spot si tu veux, j'adore ton pique-nique là. Non, mais il faut dire que récemment, un journaliste terminait un article qui rendait compte de cette intervention à l'escalier Le Fuel en demandant aux visiteurs de tenir la rampe. Oui, c'est une des interprétations que j'ai vues. Et moi, quand le spectateur me dit ce qu'il voit, moi je le vois aussi souvent, et c'est sympa. Alors, ces trames instables et décalées, elles sont colorées. Elles ont été, ou elles sont un peu poussées. Oui. Je suis désolé, elles sont donc ici appliquées à l'architecture. Et cela donc aussitôt qu'il t'a été donné l'occasion de répondre à des commandes d'intégration architecturale. Oui. Puisque ici, c'est même, je crois, la première ou une des toutes premières. Oui, il faut dire que oui, en France, sans doute, à ce moment-là, le directeur du FRAC était allé à New York et il avait vu des murs peints qui l'avaient beaucoup plu. Et donc, moi, quand j'ai exposé au CNAC à Paris, ça devait être en 70 peut-être, par là, Daniel... Oui, bon, oui, 70. Et à l'occasion de cette exposition au CNAC, il m'a demandé de faire un projet pour des murs aveugles comme ça, et qui indiquait l'endroit où allait être construit le centre Pompidou. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'amusait, c'est que là, ta photo n'est pas terrible. Et enfin, j'ai fait, pour les peintres en bâtiment, je leur ai montré l'inclinaison d'une trame
et l'inclinaison de l'autre. Et ils ont tout fait, et ça passait d'un mur là à l'autre, et tout systématiquement. C'est pas moi qui ai dessiné tout ça sur le mur. Et en fin de compte, je crois, au bout de 5-6 ans, peut-être plus même, les couleurs étaient vraiment pas... Déjà, elles sont bizarres, mais le rouge était pisseux, le bleu grisâtre. Délavé. Et je sais qu'ils l'ont repeint, foutu en l'air, et j'aurais seulement aimé qu'ils me disent qu'ils allaient le faire, quoi. Non, donc tout d'un coup, ils m'ont dit « Ah, ton mur, il n'est plus à Paris », parce qu'il se voyait là. J'ai dit « Mais si, c'était rond. » Mais non. Mais j'étais tout à fait d'accord. S'ils me l'avaient dit, j'aurais pris quelques autres photos et autres. Mais pour me vexer, moi, tu sais, il faut... Oh si, on y arrive, si. Alors tu préfères parler de désintégration architecturale, hein, justement parce que des moyens tels que ceci, ça s'applique à ça également. Il y a un potentiel destructeur de ces trames bouleversées sur l'architecture Oui. Attends, c'est architectural. Merde, comment désintégration. Désintégration. Non, ce qui m'amusait, c'est quand j'ai fait comme mes intégrations étaient absolument pas décoratives, elles étaient pas, elles étaient quand même très souvent pour déstabiliser, comme on a vu. Et le premier catalogue qui a été fait par Serge Lemoine, justement, ça s'appelait DES. Et puis, à peine éloigné, intégration. Et pour le jeu de mots, mais bien sûr, ça serait une prétention fantastique de vouloir désintégrer l'architecture. Mais c'est souvent pour moi, un jeu de mots réussi. Moi, je ruinerais ma carrière. Si en plus, il y a un public qui réagit bien, je peux déconner. Là. Mais heureusement, tu es là pour m'empêcher. Je ne sais pas. Alors, on ne peut donc pas montrer tous ces antécédents des interventions qui ont mené donc en fait à celle d'aujourd'hui dans l'escalier de Fuel, mais il y a une raison pour laquelle je voudrais qu'on regarde un tout petit peu en fait celle-ci. On va le comprendre tout de suite. C'est la double trame peinte et en relief de béton de la bibliothèque centrale près de la Côte d'Or à Dijon, ou près de Dijon, dans la banlieue de Dijon. Là, normalement, moi, j'aime bien pour faire une intégration, si on veut, pour faire quelque chose sur un bâtiment, que le bâtiment soit construit. Parce que les architectes, tout le monde est très gentil, mais il faut alors travailler avec les architectes. Les architectes, en général, ils n'aiment pas ça et ils ont déjà du mal à supporter ce que je fais. Et en plus, on ne se rend jamais compte de ce que sera le bâtiment. En cours de route, il change, des normes changent. Et je préfère arriver quand tout est à peu près fait. Là, non, c'était Serge Lemoine encore, c'était à Dijon, ça. Oui. Donc, ils ont fait en béton la trame blanche est en relief, et ça a été quand ils ont fait le mur, ils l'ont fait en béton, et j'ai fait la peinture après. Et bien sûr, ça marche bien d'avoir en plus ce relief, mais oui, c'est une exception de... Et la raison pour laquelle je l'apporte, c'est qu'évidemment, il a, avec ses formes en relief, ou ces lignes en relief, et ces formes, cette alternance de relief et de creux, il y a là aussi un air de parenté avec une œuvre qu'on pourrait justement peut-être elle aussi qualifier de désintégration architecturale. Oui, voilà. C'est la contre-composition donc appliquée au ciné-dancing de Lobet à Strasbourg, par Theo van Doesburg à la fin des années 20. Là, c'est unique. Et c'était un dancing à Strasbourg. Et voilà ce qu'il a fait. C'est formidable. Alors, ça avait été repeint par-dessus. Enfin, moi, oui, donc là, ce que l'on voit est l'état restauré du milieu des années 90. C'était un type formidable. Parce que
moi, on m'a traité, on m'a qualifié, j'aime beaucoup, de rigoureux rigolard. Et c'est assez rare qu'on aime une certaine rigueur et l'absurde. Et Van Doesburg, qui était dans le groupe avec Van der Leck, Mondrian, et encore un autre, j'oublie, il était donc un artiste formel comme ça, et il faisait des poètes dadaïstes et enseignant Bonset. Et il n'a pas dit aux autres. Il y a une lettre. Il faisait croire que c'était un ami à lui qu'il faisait, qu'il était timide. Il y a une lettre qu'il a faite à Harpe en disant écoutez, non, la prochaine réunion, Bonset ne pourra pas venir, il est désolé, il aime tellement ce que vous faites et tout. Et Bonset, c'était lui. Et il est mort en 1931 sans avoir dit qu'il était le poète dada. Il a même publié une photographie d'Ig Bonset dans les pages de Style, dans sa revue, qui était sa femme déguisée, en fait. Et Bonset, ça veut dire en hollandais, je crois, sois fidèle, je pense, un truc comme ça. Mais l'autre exemple qui, pour moi, est tout à fait près de ma démarche, c'est Harpe et Sophie Teuber-Harpe. Harpe était déserteur en 18 à peu près, oui, à Zurich et Dada, et il a rencontré Sophie Teuber qui sortait d'une école des arts déco. Et il y a eu ce mélange, et ensemble, ils ont fait des œuvres en 1918, des œuvres, ils découpaient au massicot des carrés et de gris, blanc ou argent, et ils les collaient sur les tableaux, il paraît, en les prenant dans un chapeau, et sans voir et faire donc le côté dada absurde de la chance et ça c'est vraiment une chose qui m'a épaté et il y en a eu une à vendre il y a longtemps au Faubourg Saint-Honoré, une galerie qui n'existe plus, parce qu'ils en ont fait 5-6 comme ça. Et j'avais demandé le prix, et j'en ai parlé à ma galerie allemande, qui l'a acheté, et qui l'a vendu à la National Gallery à Berlin, et dernièrement, il y a 2-3 ans, elle est revenue pas loin des Faubourg Saint-Honoré à Pompidou, et j'avais demandé le prix, ce n'était pas tellement cher, et Elvers Kelly, qui était en France, avait visité Harpe, et Sophie Teuber était morte déjà, et il avait vu une œuvre comme ça qui était mal exposée en famille par terre, et ça a déclenché c'est Damier, et il m'a raconté ça, et aussi bien le duo que lui-même sont la source de mes propres 40 000 carrés et compagnie. Oui, oui. Alors on sent bien la proximité comme ça, finalement intellectuelle, artistique qui est la vôtre avec le constructiviste dadaïste Theo van Doesburg. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de Malevich? Je m'interroge un peu, parce que Malevich, chez vous, est soit un fantôme, soit un noyé. Moi, ça m'amuse de dire que j'aime pas Malevich, parce que j'aime les carrés, et lui, il les aimait pas. Il ne fallait surtout pas lui dire qu'il faisait des carrés, et il y avait toujours un angle qui faisait 95 degrés et l'autre en face 85, et il avait une formule, c'est pas pour ça, et il était beaucoup trop expressionniste pour moi. Moi, je préfère beaucoup Rodchenko, Streminski et d'autres. C'est aussi un peu parce que ça me cassait les pieds. Alors, j'avais à Chambéry, on m'avait dit, voilà, il y a 3 niches vides, faites un projet, c'est un musée d'histoire de la région, je ne sais pas, et j'ai imaginé un carré qui était caché derrière la façade et dont 3 angles
occupait 3 niches et le 4e angle servait de tapis d'entrée, était inclus dans le sol, et tout ça en marbre, et que j'ai appelé le fantôme de Malevich. Mais après, et là, ça y est toujours, hein, ça marche bien. Et il y en a un autre. Alors, après, alors oui, le naufrage de Malevich. Là, c'est le naufrage de Malevich. Chronologiquement, bien sûr, ça devrait venir en premier. Mais là, c'est un parc de sculptures qui est très joli en Bretagne. Et j'ai imaginé un immense carré et qui avait sombré, et 3 de ses angles s'étaient cassés et restaient sur le bord. Et donc on a c'est très dur à représenter, à vrai dire. Hein. Il faudrait Ah plutôt oui. voir ça en Oui, plan, oui. puisque donc il y a un C'est premier des grands- angle ici, on en aperçoit un autre là, le 3e est ici. Là, Hein. c'est ça. Et le 4e est dans le fond du lac. Voilà. Et ça, c'est Dominique Bozzo. C'était un projet un peu fou parce que c'est des gros trucs en plus. C'est sur le mur. Dominique Bozzo qui voulait vraiment que ça. C'était le directeur du Centre Pompidou à ce moment-là, qui a voulu que ça se fasse, et je suis très content. Ça y est toujours. Et donc, oui, Malevich transformé en radeau de la Méduse, en quelque sorte. Alors ça, c'est les derniers. Ça, c'est une des dernières œuvres. Ça s'appelle Égarement. Et c'est une gare. Et c'est une gare de Chinon. C'est la ville où j'ai été procréé par le sous-préfet qui était mon père. Et donc, je devais bien ça à la ville. Et donc, tout pivote autour de l'heure, là, bien sûr. Oui, c'est le seul point qui ne bouge pas. Oui, qui ne bouge pas. Et ces néons sont visibles seulement, bien sûr, la nuit ou quand ça reste très discret. Là c'est moins. Et c'est une œuvre pérenne, et je l'aime bien. Et l'inclinaison est plus forte que Elle d'habitude. est plus forte, non oui. Quand on l'a vue, toujours ma première femme, là, a dit « Oh non, c'est trop incliné. » Et c'était pas possible. Si j'inclinais moins, il y aurait eu... Ça devenait trop près de la grande barre en relief, là, qui est dans la partie basse, et ça marchait pas. Ah, il y a des contraintes. Oui. Une dernière trame pour finir. Oui. 2 trames de néons interférentes Oui, sur alors 3 là, murs et un plafond. alors là, pour ceux qui aiment ça, il y a, retenez bien la date, le 6 mars, 1er mars, au Centre Pompidou. Voilà. Il y aura au 6e étage une exposition qui s'appellera réinstallation, c'est-à-dire où il y aura pratiquement pas d'œuvres normales qu'on peut emmener chez soi, et des installations. Donc il y aura celle-là, et celle-là, c'est une cabane de 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres. Hein. On peut rentrer dedans, je crois que d'ailleurs ça ne sera pas permis, et on appuie sur un bouton, et il y a une trame qui clignote et un autre bouton de l'autre trame. Et c'est insupportable, c'est vraiment terrible. Et donc, quand même, ce qui est amusant, c'est que j'ai fait cette œuvre pour une expo qui s'appelait, c'était l'expo de 92. 72 72, oui. 12 ans d'art contemporain en France, Oui, au Grand Palais. 72 au Grand Palais. Et donc, vous voyez la taille de tout. Et ça a été, gentiment, ils l'ont acheté. Et quelques années, beaucoup d'années après, j'ai demandé de l'emprunter pour une expo, je crois, qui était à Budapest. Et il l'avait perdu.
Vraiment, ils l'ont perdu. Donc, ils ont payé la reconstruction d'une autre. Et en ce moment, d'ailleurs, on espère qu'ils n'ont pas reperdu à nouveau, puisqu'elle va parader au 6e étage. Voilà, donc je l'avais effectivement apporté pour annoncer oui, ce nouveau projet, donc celui d'une rétrospective qui va se tenir donc dans un an à peu près. D'installation. Voilà, une rétrospective d'installation uniquement faite d'environnement comme ça, oui, qui retraceront donc différemment ta carrière. Donc c'est un autre rendez-vous avec toi que nous ne manquerons pas, bien entendu. Et je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que je t'ai remercié, enfin, en mon nom, peut-être au nom du public aussi, de nous avoir permis de faire en fait un peu de géométrie, sans le savoir peut-être, en discourant de tes œuvres, puisque à la question de savoir ce qu'est fondamentalement la géométrie, eh bien, Michel Serres répondait dans les origines de la géométrie que c'était le discours d'un dessin uniquement, la géométrie, oui, le discours d'un dessin. Oui. Voilà, donc merci de nous avoir aidé à le produire, ce discours, à travers quelques-uns de supporté tous mes bavardages et d'avoir ri quand il fallait. Merci. Merci. On remet ça. Normalement, on remet le dernier quart d'heure, là. Oui, je crois que ce n'est pas tout à fait terminé malgré tout, puisque je crois qu'il est d'usage qu'il y ait des questions et que l'on réponde surtout à ces questions. Mais ceux qui veulent retourner chez eux peuvent retourner chez eux quand même. Et ceux qui veulent poser des questions. Mais Bonjour, j'aurais juste aimé revenir sur une des œuvres qui était montrée, vous savez, celle où il y a des petites étoiles, en fait, une multiplication de... Alors, voilà. Je voudrais aimer savoir à quel point il y avait des influences tirées de la géométrie arabo-musulmane. Alors, la question de possibles influences de la géométrie arabo-musulmane dans cette tableau. Oui, alors là, en 1952, j'ai visité Grenade et j'étais sidéré, parce que Grenade, l'Alhambra, est une merveille. Et j'étais déjà parti dans des œuvres répétitives, un peu all over, influencé par les tapas océaniens. Ça a été ma première influence, puisque je n'aimais pas le Louvre, c'était le musée de l'homme que j'aimais. Donc j'ai eu cette influence, les tapas océaniens, et alors à Grenade, c'est formidable. Et c'est étonnant l'histoire de l'Espagne à ce moment-là. La reconquête par les barbares catholiques avait évité Grenade, qui est restée plus de 2 siècles, toujours avec le mélange d'arabes, berbères, chrétiens et juifs, oui, parce que aussi on avait une grosse importance. Et ils ont fait des choses, c'est éblouissant, c'est la fin de l'art arabo musulman, oui. Et bien sûr, moi j'ai cherché, on a beaucoup voyagé autour de la Méditerranée où on n'a pas trouvé l'équivalent, mais en Inde, on disait aux Indes à cette époque-là, il y a une merveilleuse ville, mais c'est 2 siècles après,
à Fatehpur-Sikri, dans un désert, une ville qui avait été construite parce qu'il y avait de l'eau. Un grand sage avait dit qu'il y aurait de l'eau, et puis un grand sage est mort, il n'y a plus d'eau. Et cette ville est restée, et on retrouve des mêmes motifs, avec du marbre ajouré, avec toutes ces choses merveilleuses de positifs, négatifs. Non, vraiment. Et Grenade, moi, j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça. Et il y a eu une espèce de désintérêt des Espagnols pour cette période. Maintenant, ils ont changé, mais vraiment, ils ont un peu voulu oublier tout ça. Et du côté musulman, ils n'étaient pas tellement d'accord avec ce qui s'est passé en Espagne. Et c'est resté une chose sous-exploitée pour moi, même maintenant. À un moment, moi, j'avais désiré faire... J'ai désiré beaucoup de choses comme ça que je n'ai pas faites, mais de faire un livre sur l'art qui utilise la géométrie avant le XXe siècle. Et parce qu'il y a je veux dire pas, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi que j'ai trouvées. Mais c'est vrai que l'époque musulmane en Espagne a été formidable. Il y avait il y a eu des livres sur l'optique qui ont été faits. Au début, on a traduit pour trouver les textes à la Renaissance, les textes romains et grecs, on les a traduits de l'arabe parce que ça avait été conservé dans des bibliothèques à Tolède, à Séville, tout ça. Non, c'est vrai, merci de cette question, parce que moi, ça... Bon. Et pour continuer à répondre à monsieur, c'est en plus un intérêt partagé par d'autres artistes dans la géométrie au XXe siècle, en fait. Je ne sais pas. Je Pensons à Karl Gerstner ou à Vera Molnar, par exemple, qui avouent des attirances du même type. Oui, ils ont... Oui, sans doute. Moi on y est retourné plusieurs fois, et j'ai même eu honte, j'ai même exposé à Grenade, comme j'ai exposé à Venise aussi, en mettant toutes les œuvres dans une gondole, alors que la ville s'enfonce dans la vase parce qu'il y a trop de beauté, et il prenait mes beautés à moi en plus. Vraiment, j'avais trouvé ça un peu exagéré. Juste, permettez-moi juste pour aller un peu plus loin. Alors, je ne sais pas si c'est antérieur ou pas, mais l'œuvre qui s'appelle 0 degré, 14 degrés, je ne sais pas si c'est avant 52. Ah ben voilà, 56. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être plus subtil, mais qu'on retrouve à peu près, tout comme la précédente, une manière, une influence encore une fois. Mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui vois ça ou pas, ou est-ce que c'est encore, on va dire, le résultat du choc émotionnel de monsieur. Je suis sourd. Alors, même question, mais à propos de cette œuvre. C'est peut-être moins évident, là, il me semble. Mais... Si vous voulez, la grande chose qui me plaisait beaucoup dans l'art musulman, c'est d'être all over, c'est-à-dire sans composition, infinie, et forcément, quand on utilise des trames et qui ne s'arrêtent pas au bord du tableau, comme ça, ça donne un air de parenté avec d'autres œuvres qui ont les mêmes caractéristiques. Mais j'en ai vu aucune qui soit comme ça. Oui, ce n'est jamais. Oui, ils n'utilisaient pas des petits segments de droite comme ça. Moi, j'en ai fait des photos de Grenade, et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment exceptionnel.
même dans l'art islamique. Oui, cet aspect de discontinu n'existe effectivement pas, il me Ah semble, oui, dans puis l'art alors le arabo-musulman. positif, négatif, positif, négatif, on voit une chose comme étant la principale, et pas il y a le négatif, et on ne sait plus d'ailleurs si l'un est positif et négatif, et là les touristes me rappellent de regarder absolument pas ça. Ils regardaient les espèces de stalactites, d'espèces de trucs gothiques que j'aime pas du tout. Et j'étais fier, bien sûr, d'être seul à aimer ça à ce moment-là. Oui, bonsoir messieurs et merci. Il y a un point de l'œuvre de François Morellet qui n'a presque pas été abordé, mais peut-être n'était-ce pas le but de la rencontre de ce soir. Je voudrais parler de ces œuvres en néon, ces tubes de néon. On peut en parler un petit peu ou pas? Mais excuse, un petit peu. Donc les œuvres en néon dont nous n'avons pas beaucoup parlé. Oui, les œuvres en néon, j'aime beaucoup. En 63, oui, j'ai découvert que le néon avait tout pour me plaire. C'est à l'état naturel, ce sont des droites qui s'allument d'une façon brusque et qui sont agressifs et qui donnent des lignes et qui moi, me plaisait surtout pour l'agression que ça faisait dans le labyrinthe. D'ailleurs, on le retrouvera à Beaubourg. Il y avait 4 panneaux de lignes de néon parallèles, verticales, horizontales, à 45 degrés, et qui bombardaient les spectateurs et qui donnaient des images consécutives, d'ailleurs. Et au départ, ça a été ça. Et puis aussi, ça m'a permis de faire des néons poétiques et aléatoires. Avec les moyens, il n'y avait pas. En 67, j'ai fait avec 3 panneaux de néon et qui faisaient des formes géométriques pseudo-hasard, mais et avec 4 mots qui apparaissaient, c'était cul, con, non et nul. Et cette pièce, j'ai toujours gardée. Et à l'heure actuelle, il y en a une au Centre Pompidou qui est exposée avec les œuvres du groupe et qui parle aussi mais anglais et français. Et c'est les 2 seuls d'ailleurs que j'ai fait. Non, les néons. Et à l'heure actuelle, je pense qu'en néon c'est simplement des néons parallèles de lignes, et une partie des lignes sont plus près du tableau, donc l'éclairage est différent. Et avec ça, je suis en train de refaire le carré de Malevich, le rond et la croix, et ça va être formidable. Là, je vous les recommande. Et je pense qu'à ça. Oui, bonsoir monsieur. Merci pour cette présentation. Je crois que j'ai jamais entendu un artiste dire « Bon, j'ai tout décrit, quelqu'un d'autre peut le refaire ». Il y a toujours un espèce de fétichisme. Et vous venez juste de parler justement de l'œuvre 56 lampes, là, avec con, non et nul. Est-ce que vous ne tenez pas à la lumière particulière, on la voit au Macval, la lumière de ces lampes qui n'est pas une lumière néon, qui est un peu chaude, le bruit aussi du mécanisme qui se met en marche. En gros, à quoi tenez-vous exactement dans vos œuvres? C'est trop. Qu'est-ce qui compte finalement dans ces œuvres en lumière électrique? Est-ce que c'est la tonalité de la lumière? Est-ce que c'est aussi le bruit des mécanismes qui enclenchent comme ça l'allumage, l'extinction? Ah oui, en fait, tout me plaisait. À ce moment-là, il n'y avait pas d'électronique, c'était vrai, il y avait des mécanismes, des roues qui tournaient pour faire des contacts. Et j'aimais ça. Et j'aimais que
J'aimais que ça soit pas joli, j'aimais que ça soit un matériau qui, croyais-je, n'avait pas été autorisé d'ailleurs, mais utilisé par d'autres artistes. En fin de compte, il y a eu Fontana qui avait fait 2 plafonds, et puis le premier de tous qui est Pechanek, un Tchèque qui avait fait des choses très bien. Donc, et en même temps que moi, il y a eu Martial Ress, et il y a eu Flavine, qui étaient des tubes fluo, mais enfin. Et chacun, bien sûr, on pensait être les premiers, puisque les autres, ça plaisait pas beaucoup, et donc on les voyait pas. Donc ça me plaisait d'être, pour moi, un matériau nouveau que personne n'avait employé, qui était le contraire de joli, qui était agressif, vulgaire, et tout ça me plaisait et me plaît. Et ça ne m'empêche pas d'aimer d'autres matériaux. J'ai fait avec des branches d'arbres, j'ai fait avec des grillages métalliques. J'ai utilisé pour faire des éléments de la géométrie, j'ai utilisé, je crois, tout ce qu'on peut utiliser. Mais les néons, ça reste toujours. Mais, et puis et aussi, ce qui est formidable, c'est que bon, vous avez un truc agressif même pour l'architecture. En ce moment, il va être inauguré à Nantes un bâtiment qui s'appellera De temps en temps. Et suivant le temps qu'il va faire 4 heures après, ça sera soit des segments de droite bleu clair en biais, soit si c'est le soleil, il y aura un soleil fragmenté, et si c'est des nuages, ça sera tout le haut en arc de cercle blanc qui sera fait. Donc, et ça, si ça embête, on éteint. On ne voit plus rien. C'est ça qui est formidable. Ça peut être la chose la plus présente, la plus dure, mais on enlève la prise de courant, il n'y a plus rien. C'est miraculeux, c'est formidable, et c'est pas cher. Non, maintenant, avec le prix que je vends, ça fait un peu con, mais il faut dire que même quand on a de l'argent, si on fait des œuvres qu'on ne vend pas, on a honte. C'est vrai, maintenant, c'est vraiment plus honte. Mais c'est maintenant il y a tout dans ce matériau. Aussi que ça ne rappelle pas quelqu'un d'autre. Quand vous faites avec votre pinceau, à peine vous le mettez sur la toile, ah, c'est Toroni. Ah non, c'est tout. On est piégé de tous les coins. Et quand on trouve un matériau quasiment nouveau, on est tellement libre avec. Et c'était invendable. Et maintenant, ils ne veulent plus que ça. Mais c'était invendable parce que c'est quand même fragile. Il y a des transfos. Il y a tout, et on me disait tout ça et on me disait, et vous en avez beaucoup chez vous. C'est vrai, j'en avais pas chez moi. Et maintenant, eux, ils en veulent. C'est formidable. Bonsoir. Vous avez évoqué les liens avec les recherches optiques et cinétiques italiennes, avec les groupes T et N. Et je sais que vous avez exposé l'année dernière dans une galerie milanaise avec Enrico Castellani. Et je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire, si c'était pour revenir à cette époque-là, pour réinterroger une période, ou sinon pour créer plutôt un dialogue entre 2 pratiques artistiques, entre 2 œuvres différentes. Parce que tu exposais à Lyon une sorte de labyrinthe. Non, tu as exposé à Milan avec Castellani l'année dernière. Voilà. Alors, donc, pour quelle raison il y a une proximité dans le contexte des recherches Oui, si vous voulez, Castellani, bon, vous avez encore 5 minutes. Il y a une anecdote qui est jolie parce que Castellani était un ami. Castellani et Manzoni, en 1960,
avait une galerie d'amateurs qui est dans le sous-sol d'une librairie et ils m'avaient invité à exposer. Et ils ont vendu une de mes œuvres à Fontana, qui était un type merveilleux, qui aidait les jeunes, qui aidait cette galerie. Et Castellani est toujours vivant, mais Manzoni est mort. Mais avant de mourir, il ne m'avait pas donné d'argent, il ne m'avait pas donné l'argent de Fontana. Il m'avait dit, mais écoute, on fait un échange. Il me dit, une boîte de merde. Je dis, oui, mais enfin, pour mon tableau, il faudrait 2 boîtes de merde. OK, il m'a donné 2 boîtes de merde, et 2 ans après, il est mort. Et alors, pendant longtemps, j'ai regardé le cours des boîtes de merde, et j'étais, bien sûr, beaucoup plus cher. Il en a fait 100 boîtes de merde. Et dernièrement, ma galerie à Milan, justement, celle qui m'a exposé avec Castellani, et dans plusieurs endroits, ma galerie m'a dit, écoute, j'ai un acheteur, 100 000 € chacune. J'ai dit, merde. Comme collectionneur, j'étais ravi, c'est la seule belle affaire que j'ai faite, mais comme artiste, j'étais fou de jalousie. Et maintenant, après des dernières ventes, c'est peut-être à cause du Louvre, je ne sais pas, mais j'ai eu une œuvre qui faisait plus de 4 boîtes de merde. Parce que pour moi, c'est l'unité. Maintenant, je suis trop vieux pour les euros, je n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais pour les grandes sommes, je les mesure en boîtes de merde. Et donc, moi j'aime beaucoup l'Italie, et Milan à cette époque-là, avec Castellani, Manzoni, Fontana qui était un peu au-dessus de ça. Et c'était dans les années 70, on a pris beaucoup de bon temps là-bas, et Castellani est devenu une grande vedette, j'expose. Moi, j'expose avec. Ça me plaît beaucoup d'exposer avec d'autres personnes que moi, que des amis, formés avec le groupe, bien sûr. On a appris à aimer ça. Mais non, on a des bons souvenirs. Il était formidable, Manzoni. Et en France, on le connaît à peine, mais il a fait une expo, ses descendants, ses héritiers ont fait une expo à New York l'année dernière qui a fait un malheur. Et on avait prêté une boîte de merde, qu'une je crois quand même, parce qu'on disait, on ne sait jamais s'il y a un naufrage ou comme ça. Vous pouvez partir si vous voulez. Une dernière question. Oh, mais peut-être que j'entends mieux sans haut-parleur. Moi, je vous entends bien sans haut-parleur. Sans haut-parleur, je vous entends peut-être mieux. Mais ça marche. Oui, ah si, voilà, ça arrive. Voilà, moi je voulais savoir, vous qui prétendez, qui même revendiquez ne rien connaître aux mathématiques, comment vous faites pour déstructurer les mathématiques, parce qu'il n'y a pas que l'architecture que vous déstructurez, puisque vous déstructurez également les mathématiques. Quand on voit ce que vous faites des lignes que vous transformez en cercles, les horizontales en obliques, et je ne parle ni des carrés, ni de pi, on n'a pas beaucoup parlé du numérique, du travail que vous faites là-dessus. Moi, je voudrais connaître la recette, parce qu'en tant que prof de maths, je voudrais aussi apprendre comment on déstructure les maths pour au moins amener un petit peu d'humour dans ce monde qui peut paraître rigoureux parfois. Il va me traduire. Tu as une grande faculté à déstructurer également les maths, pas seulement l'architecture, mais le langage mathématique lui-même. Madame voudrait connaître, en tant que prof de maths elle-même, un certain nombre de recettes pour introduire comme ça autant de formes disruptives dans les maths. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés dans mes études. Je les ai faites quand même, et les mathématiques en particulier. Et j'ai eu la chance de rencontrer des grands mathématiciens comme ça, qui ont eu la gentillesse qu'on parle ensemble. Et
je me suis aperçu qu'on n'était pas très loin les uns des autres. Enfin, moi, de trouver une logique, un système, une logique qui par exemple, dernièrement, enfin depuis une dizaine d'années, j'ai utilisé beaucoup un zigzag, des segments de droite, hein, tous égaux, qui sont mis en zigzag comme ça. Et c'est les angles que forment ces segments de droite comme ça, que je balade avec des chiffres aléatoires, et je les prends à pi parce que c'est contrôlable et qu'il y en a des millions de disponibles. Et suivant que je les convertis avec un multiplicateur ou un autre, j'ai un monde formidable. J'ai fait d'abord avec le rapporteur et maintenant avec l'ordinateur, qui se forme tout un territoire logique avec des milliers de décimales. C'est formidable. Et si on donne un chiffre très, très petit, on a une chose serrée. Et quand ça, tout d'un coup, si on dit 1 égale 10 degrés, donc 3, 1, 4, 1, ça fait 30, 10, 40 degrés, et le truc se balade et puis revient sur ses pas, le zigzag repart, et j'étais enthousiasmé d'avoir découvert un monde nouveau, mais un monde à la con qui sert à rien, bien sûr. Et je me suis rendu compte qu'en mathématiques, il y a eu des gens comme ça qui ont fait des découvertes logiques et qui servaient à rien, sauf quelquefois 10 ans après à faire une bombe atomique ou je sais pas quoi, mais dont ils se foutaient vraiment. Et beaucoup des choses qu'ils faisaient étaient pour épater leurs copains mathématiciens aussi, comme on fait dans le petit monde de l'art. De moi avec mes complices qui me suivent, et il me semble que les mathématiques, c'était pas du tout ce que j'arrivais pas à apprendre, et que ça doit être une chose vraiment formidable et qui peut aussi, c'est merveilleux, de servir à rien. Bon. Merci d'avoir été patient. Merci beaucoup. À la prochaine.